Bonjour, chers étudiants. On a aujourd'hui une séance sur le calcul de primitives. C'est le chapitre 2 du cours d'analyse pour les étudiants de SMA et SMI. Ce chapitre a une importance dans ce cours parce que d'abord, il a un lien avec le chapitre précédent sur le calcul intégral. D'autre part, il est utilisé pour le chapitre qui suit sur les intégrales généralisées et surtout pour le dernier chapitre sur les équations différentielles. Dans ce chapitre, on verra après une introduction. D'abord, le premier point sur les primitives de fonctions usuelles. C'est un point qui est important à savoir parce que toute primitive utilise justement ces fonctions usuelles à un moment ou à l'autre. Le deuxième point, ce serait le lien entre les primitives et intégrales. Le troisième point, c'est sur l'intégration par partie, qui est un outil important pour le calcul de plusieurs types de fonctions, de primitives de fonctions. Le quatrième point, ce serait sur le changement de variable. Le cinquième et le sixième, ce serait des primitives de fonctions particulières. Pour le cinquième point, ce serait pour les fractions rationnelles. Et pour le dernier point, ce serait pour les fonctions qui sont de la forme alpha x plus bêta sur racine de ax carré plus bx plus c, avec a différent de 0. Dans cette séance, on verra les trois premiers points, c'est-à-dire après l'introduction, primitive de fonctions usuelles, le lien entre primitive et intégrale et l'intégration par partie. On a vu durant le cours sur l'intégrale de Riemann que en utilisant les sommes de Riemann, on peut calculer des primitives. Par exemple, pour l'intégrale de 0 à 1 de x dx, eh bien, c'est la limite de 1 sur n, donc la limite des sommes de Riemann, 1 sur n, sigma de k égale 0 jusqu'à n-1 de k sur n. Comme 1 sur n est une constante par rapport à la somme, donc on peut factoriser par 1 sur n, qui nous donne 1 sur n au carré, la somme des k. Et la somme des k, c'est n-1 sur 2, qui nous donne que la limite est égale à 2. Un deuxième exemple, c'est pour calculer l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle x dx. On a vu, c'est la limite lorsque n tend vers plus infini, de 1 sur n, la somme de k égale 0 jusqu'à n-1 de exponentielle k sur n. Exponentielle k sur n, on va l'écrire sous la forme exponentielle 1 sur n à la puissance k. Cette somme, c'est une somme d'une suite géométrique de raisons exponentielles 1 sur n. Donc la somme, c'est 1 moins exponentielle 1 sur n à la puissance n, qui donne e, sur 1 moins exponentielle 1 sur n. Cette limite, on va l'écrire sous la forme limite de 1 moins e, et 1 moins exponentielle 1 sur n sur 1 sur n. Ici, on a une limite que vous connaissez en terminale. Vous savez que la limite lorsque x tend vers 0 de exponentielle x moins 1 sur x, eh bien, c'est égal à 1. Donc ici, on a 1 moins exponentielle x sur x, donc ça serait moins 1. Et donc la limite est égale à 1 moins 1. Donc vous voyez juste par ces deux exemples qu'il est presque impossible de calculer des primitives de fonctions qui sont plus compliquées ou l'intégrale de fonctions qui sont plus compliquées. D'où l'outil puissant de primitive qu'on va voir. D'abord, une définition, soit f une fonction définie sur AB. On dit que la fonction grand F définie sur AB est une primitive de petit f sur AB. Ben, si grand F est dérivable en tout point de AB, et si pour tout x appartenant à AB, f' de x est égal à f de x. Si vous voulez, c'est le chemin inverse de la dérivée. On a une propriété, si grand F est une primitive de petit f, alors l'ensemble des f plus c, c'est l'ensemble de toutes les primitives de petit f. L'intérêt ici de cette propriété, c'est qu'à partir d'une primitive, on peut avoir toutes les primitives. La démonstration repose sur le fait qu'ici, on a à démontrer l'égalité entre deux ensembles, d'où il faut montrer la double inclusion. On note l'intégrale de f de t dt, c'est n'importe quelle primitive, f de t plus constante. D'où on l'appelle intégrale
indéfinie. Alors, donc, on passe au premier point, qui sont les primitives de fonctions usuelles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des primitives absolument à connaître pour pouvoir calculer n'importe quelle primitive que vous avez. Donc là, vous avez par exemple l'intégrale de t alpha dt, c'est t alpha plus 1 sur alpha plus 1 plus constante si alpha est différent de moins 1. L'intégrale de 1 sur t dt, ben, c'est ln valeur absolue de t plus constante. On sait, comme je vous ai dit, que c'est le chemin inverse de la dérivée. Donc, il suffit de voir que, par exemple, ici, la dérivée de tangente, on sait que c'est 1 sur cosinus carré, qui est aussi 1 plus tangente carré. Et donc, de là, on peut dire que l'intégrale de dt sur cosinus carré, c'est égal à tangente t plus constante. On peut utiliser aussi les fonctions inverses. On sait que la dérivée de arc tangente t, c'est 1 sur 1 plus t carré. Et donc, l'intégrale de 1 sur 1 plus t carré dt, c'est arc tangente t plus constante. De même, l'intégrale de 1 sur racine de 1 moins t carré, c'est arc sinus t plus constante. En utilisant les fonctions hyperboliques inverses, on sait que la dérivée de argument de SHT, c'est 1 sur racine de t carré plus 1. Et donc, l'intégrale de 1 sur racine de t carré plus 1 dt, c'est argument de SHT plus constante. Et ça, c'est la définition de ce que c'est argument de SHT. C'est ln t plus racine de t carré plus 1. De même, la dérivée de argument de CHT, c'est 1 sur racine de t carré moins 1. Et donc, l'intégrale de 1 sur racine de t carré moins 1 dt, c'est argument de CHT plus constante. En utilisant le fait que la dérivée de f rond u est égale à f' rond u fois u', on peut avoir un deuxième tableau où on a les primitives. Donc là, l'intégrale, par exemple ici, de u' de t, u de t à la puissance alpha dt, c'est u de t alpha plus 1 sur alpha plus 1, si alpha est différent de moins 1. L'intégrale de u' sur u, c'est ln valeur absolue de u de t plus constante. Par exemple, ici, vous avez l'intégrale de u' ch u de t dt, c'est sh u de t plus constante. Vous avez, par exemple, l'intégrale de u' de t exponentielle u de t dt, c'est exponentielle u de t plus constante. Et pour les fonctions inverses, l'intégrale de u' de t sur 1 plus u de t au carré, c'est dt, c'est arctangente u de t plus constante. L'intégrale ici de u' de t sur racine de u carré plus 1 dt, c'est argument de sh u de t plus constante. On va voir justement des exemples où on utilise directement ces primitives, les primitives de fonctions usuelles. Par exemple, soit à calculer l'intégrale de exponentielle x sur 1 plus exponentielle 2x dx. En remarquant que exponentielle x, c'est la dérivée de exponentielle x, donc si on pose u de x égale exponentielle x, ceci représente la forme, l'intégrale de u de x sur 1 plus u de x au carré. Et on a vu que c'est arctangente u de x. Donc dans ce cas-là, ce serait arctangente exponentielle x plus constante. Un deuxième exemple, si on a à calculer l'intégrale de x cosinus x au carré dx, la dérivée de x carré c'est 2x, donc on va multiplier par 2 et diviser par 1,5. Et donc là, on a fait apparaître u' fois cosinus u de x. Donc la primitive, ça serait sinus u de x avec le 1,5 qu'on a ici et qui donne 1,5 sinus x au carré plus constante. Un troisième exemple qui peut paraître un peu compliqué, c'est l'intégrale de 1 sur cosinus carré x, racine de 1 plus tangente carré x dx. En remarquant que la dérivée de tangente, c'est 1 sur cosinus carré x, ceci va s'écrire sous la forme u' sur racine de 1 plus u de x au carré. Et on a vu que l'intégrale de u' sur racine de 1 plus u de x au carré, c'est argument de sh u de x plus constante. Donc, dans notre cas, ce serait argument de sh de tangente x plus constante. Le deuxième point qu'on va voir, c'est le lien entre primitive et intégrale. La propriété
soit f une fonction continue sur AB, alors la fonction grand F définie sur AB par f de x égale l'intégrale de ax de f de t dt, donc l'intégrale qu'on a définie par l'intégrale de Riemann, eh bien c'est la primitive de petit f sur AB qui s'annule au point A. Alors pour faire la démonstration, d'abord c'est la primitive qui s'annule au point A parce que f de A, c'est l'intégrale de A à A de f de t dt. Et on a vu que l'intégrale, par convention, l'intégrale de A à A de f de t dt est égale à 0. Donc, il reste à montrer que grand F est la primitive ou est une primitive de petit f sur AB. Pour montrer que grand F est une primitive de petit f sur AB, on a montré que quel que soit x appartenant ou quel que soit x0 appartenant à AB, f' de x0 est égal à f de x0. On va utiliser la définition. f' de x0, c'est la limite de f de x0 plus h moins f de x0 sur h. Et en utilisant aussi la définition de la limite, on a à montrer que quel que soit epsilon positif, il va exister un état tel que si valeur absolue de h est inférieure à état, eh bien en valeur absolue, l'intégrale f de x0 plus h moins f de x0 sur h moins petit f de x0, ben en valeur absolue, on va montrer que c'est inférieur à epsilon. Pour cela, on va d'abord écrire qu'est-ce que c'est f de x0 plus h moins f de x0 sur h moins petit f de x0. Alors c'est égal à 1 sur h. F de x0 plus h, d'après la définition ici, c'est l'intégrale de 1 à x0 plus h de f de t dt. Et f de x0, c'est l'intégrale de 1 à x0 de f de t dt. En utilisant la relation de Schall, cette différence est égale à l'intégrale de x0 à x0 plus h de f de t dt. Et en remarquant que f de x0 est égal à 1 sur h, l'intégrale de x0 à x0 plus h de f de x0 de t. F de x0 ici est une constante. Donc, en faisant sortir le f de x0, l'intégrale de x0 à x0 plus h dt, c'est égal à h, et h sur h, c'est égal à 1. Et donc, ça nous donnera f de x0. En écrivant f de x0 de cette manière-là, on arrive à écrire f de x0 plus h moins f de x0 sur h moins petit f de x0 sous la forme 1 sur h, l'intégrale de x0 à x0 plus h de f de t moins f de x0. Remarquez ici qu'on a pris h strictement positif. On va expliquer justement pourquoi il est nécessaire de traiter les deux cas, h strictement positif et h strictement négatif. Maintenant, on va utiliser la continuité de petit f au point x0. Donc, il existe état, quel que soit t appartenant à AB. Si la valeur absolue de t moins x0 est inférieure à état, alors, en valeur absolue, f de t moins f de x0 est inférieur ou égal à epsilon. Donc, si on prend h inférieur à état et x0 plus h appartenant à AB, on sait, puisqu'on a l'intégrale de x0 à x0 plus h et on a le dt, ça veut dire que le t, il appartient à x0, x0 plus h. Et donc, t moins x0 appartient à 0h. Autrement dit, en valeur absolue, t moins x0 en valeur absolue est inférieur à h. Et comme h est inférieur à état, on aura que en valeur absolue, t moins x0 est inférieur à état. Et donc, on peut utiliser la continuité qui donne la valeur absolue de f de t moins f de x0 est inférieur ou égal à epsilon. Alors, c'est là où on utilise le fait que h est strictement positif, puisqu'on utilise la propriété qu'on a déjà vue sur l'intégrale de Riemann, que la valeur absolue de l'intégrale de a à b de f dt dt, c'est inférieur ou égal à l'intégrale de a à b de la valeur absolue de f dt dt, mais avec la condition que petit a est inférieur à petit b. Ça veut dire qu'il faudrait avoir le x0 inférieur à x0 plus h. Et donc ici, le h, comme il est positif, on a bien x0 inférieur à x0 plus h. Et donc, on peut utiliser qu'en valeur absolue, cette quantité est inférieure ou égale à 1 sur h, l'intégrale de x0 à x0 plus h de f de t moins f de x0 dt.
Or, la continuité, la définition de la continuité nous a donné que t moins x0, il est inférieur à epsilon. D'où, epsilon, comme c'est une quantité une constante, donc on l'a fait sortir, et là, cette intégrale est égale à h sur h, ça donnera 1. Et donc, c'est inférieur ou égal à epsilon. Dans le cas où h est strictement négatif, on va écrire f de x0 plus h moins f de x0 sur h moins petit f de x0 de la même manière que tout à l'heure. Mais comme h est négatif, maintenant le x0, il est plus grand que x0 plus h. Donc, on utilise on l'a vu par convention, que l'intégrale de a à b de f dt dt, c'est égal à moins l'intégrale de b à a de f dt dt. Et donc, ça nous donnera ceci. En valeur absolue, maintenant, on peut utiliser que la valeur absolue de l'intégrale est inférieure ou égale à l'intégrale de la valeur absolue, puisque le petit a maintenant est inférieur au petit b. x0 plus h est inférieur à x0, comme h est strictement négatif. Et de la même manière, on utilise la définition de la continuité qui dit que la valeur absolue de f de t moins f de x0 va être inférieure à epsilon dans la définition de la continuité. Et donc, là aussi, ceci c'est égal à moins h sur moins h, ça donnera, avec le epsilon, ça donnera epsilon. Donc, grand f est dérivable et la dérivée est égale à petit f. Donc là, c'est un point qui est important où on a vu le lien entre les primitives et l'intégrale. Alors, on passe à une propriété que vous avez utilisée en terminale, mais qu'on va démontrer ici. Pour toute primitive grand F de petit f sur AB, on a l'intégrale de a à b de f dt dt, eh bien, c'est f de b moins f de a. On considère la fonction g de x égale l'intégrale de a à x de f dt dt. On vient de voir que grand G est une primitive de petit f. Et comme l'ensemble des primitives, on a vu, c'est l'ensemble des f plus c. Et donc, comme G est une primitive, ça va s'écrire sous la forme G égale f plus c. L'égalité entre deux fonctions dit que quel que soit x, G de x va être égal à f de x plus constante, plus c. On en déduit donc que pour B, G de B est égal à F de B plus C, et pour A, G de A est égal à F de A plus C. Donc G de B moins G de A va être égal à F de B moins F de A. On en déduit que G de B est égal à F de B moins F de A. C'est-à-dire l'intégrale de A à B de F dt dt, c'est bien égal à F de B moins F de A. Alors, un corollaire de la propriété qu'on vient de voir, si on considère f une fonction continue sur l'intervalle AB et u et v deux fonctions dérivables à valeur dans AB, alors si la fonction grand f de x est l'intégrale de u de x à v de x de f dt dt, eh bien, la dérivée f' de x, c'est v', la fonction f au point v de x, moins u', la dérivée de u', f de u dx. Alors, pour montrer ceci, on considère g de x, c'est l'intégrale de a à x de f dt dt. On sait, on vient de le voir, que g est une primitive de petit f. Et par suite, la fonction grand f de x, qui est l'intégrale de u de x à v de x de f dt dt, on vient de le voir, lorsque on connaît une primitive de petit f, c'est la primitive en ce point moins la primitive en ce point. G, grand G est une primitive de petit f, donc c'est G en ce point, c'est-à-dire G de v de x, moins G de u de x. La dérivée f' de x, donc là on utilise la dérivée d'une fonction composée, c'est v' de x fois g' de x, g de v de x. C'est pareil ici, la dérivée de g rond u, c'est u' de x multiplié par g' de u de x. Comme g est une primitive de petit f, c'est que g' de x est égal à petit f. Et donc, vous avez, c'est f' de x, f de v de x, moins u' de x, f de u de x.
Maintenant, on va passer au troisième point qui est l'intégration par partie. D'abord, la propriété, soit grand F et grand G, deux fonctions de classe C1 sur l'intervalle AB. On a alors l'intégrale de f' de x, g de x dx, c'est f de x, g de x, moins l'intégrale de f de x, g' de x dx. Ceci pour une intégrale indéfinie. Pour l'intégrale définie, l'intégrale de a à b de f' de x, g de x dx, c'est f de b, g de b, moins f de a, g de a, moins l'intégrale de a à b de f de x, g' de x. Alors ici, on a considéré des fonctions qui sont de classe C1. De classe C1, ça veut dire que ce sont des fonctions qui sont dérivables et leur dérivée est continue. Et ceci pour avoir des fonctions qui sont continues et donc elles sont intégrables. La démonstration ici repose sur le fait que f fois g prime, eh bien c'est f'g plus fg'. Donc si on le moins l'intégrale de f de x, g' de x, on le met de ce côté-là, ça serait plus l'intégrale de fg'. Donc on aura l'intégrale de f'g plus fg', qui est fg', et l'intégrale de fg', c'est f de x, g de x. Alors ici, on va voir plusieurs lots, si vous voulez, d'exemples où on utilise l'intégration par partie. Ce sont des exemples qui sont classiques, qui sont à connaître. Dès qu'on voit un exemple de ce type, on dit qu'on va faire une intégration par partie. Néanmoins, on ne peut pas donner tous les cas où on utilise une intégration par partie. Alors, le premier lot, on considère P un polynôme quelconque et on a l'intégrale, à calculer l'intégrale du polynôme et des fonctions réciproques. ln x, arctangente x, argument de shx, argument de chx, argument de thx, arc sinus x et arc cosinus x. Dans tous ces cas-là, on fait une intégration par partie. Alors, pour l'intégration par partie, il est très important de bien choisir la fonction g. Ici, ce qu'on considère pour la fonction g, ce sont les fonctions réciproques, ln, arctangente, etc. On va voir un exemple. Si on a à calculer l'intégrale de 0 à 1 de arctangente x dx. Donc, on a un polynôme qui est égal à 1 multiplié par arctangente x. Donc, on fait une intégration par partie. On considère f' est égal à 1 et g égale arctangente x. Donc, f de x, ça va être égal à x et g', c'est 1 sur x carré plus 1. Donc, cette intégrale, ça va être x fg, donc x arctangente x compris entre 0 et 1, c'est-à-dire la valeur en 1 moins la valeur en 0, moins l'intégrale de 0 à 1 de x sur x carré plus 1 dx. Alors ici, on a la valeur en 1, c'est arctangente 1 qui est pi sur 4, et la valeur en 0, c'est 0. Donc c'est pi sur 4. Et ici, ce sont les fonctions usuelles. Donc en multipliant par 1 demi ici et par 2 à l'intérieur de l'intégrale, on aura u' sur u, c'est-à-dire ln u de x. Donc moins 1 demi ln x carré plus 1, et là, on prend les valeurs entre 0 et 1. Donc, pour x est égal à 1, c'est ln2, mais pour x égale 0, c'est ln1 qui est 0. Donc, finalement, cette intégrale, c'est pi sur 4 moins 1 demi ln2. Donc, ça, c'est le premier lot d'exemples où on utilise une intégration par partie. Un deuxième lot où on utilise l'intégration par partie, on considère P un polynôme quelconque et on a à calculer l'intégrale de P de x cosinus alpha x ou sinus alpha x ou exponentielle alpha x. Si degré de P est égal à n, en fait, on fait n intégrations par partie et on pose g de x égale P de x. Alors, regardez que ici, ce qu'on prend pour la fonction g, c'est le polynôme. Parce qu'en dérivant plusieurs fois, on arrive à une constante, et lorsqu'on arrive à une constante,
on peut calculer les primitives de cosinus, par exemple ici, alpha x, ou là, de sinus alpha x. D'accord? Donc, on fait une intégration par partie. On donne l'exemple, soit à calculer l'intégrale de 0 à pi de x carré plus 1 cosinus x dx. Donc ici, la fonction g qu'on va considérer, c'est le polynôme, c'est-à-dire x carré plus 1. Alors si f' est égal à cosinus x, f est égal à sinus x. Et là, g' est égal à 2x. Donc l'intégrale de f fois g, c'est-à-dire x carré plus 1 cosinus x dx, c'est fg, donc sinus x fois x carré plus 1, compris entre 0 et pi, moins l'intégrale de f g'. Donc, on peut factoriser par le 2, et il reste le x sinus x. Alors, ici, sinus pi est égal à 0, et sinus 0 est égal à 0. Donc, finalement, c'est moins 2 l'intégrale de 0 à pi de x sinus x. Mais on n'a pas encore terminé. Il faut encore faire une deuxième intégration par partie. Alors, la deuxième intégration par partie, on va poser g de x est égal à x. Et donc, f' de x, ça serait sinus x. Et donc, fg, c'est moins x cosinus x compris entre 0 et pi, plus l'intégrale de 0 à pi de cosinus x. Alors, pour x est égal à pi, donc cosinus pi est égal à moins 1, avec le moins, donc vous avez pi, d'accord? Et pour 0, le x est égal à 0, donc ça serait 0. Et on arrive, donc la dernière intégrale, c'est l'intégrale de 0 à pi de cosinus x, qui est égale à sinus x, compris entre 0 et pi. Et pour sinus pi, c'est 0, et puis le sinus 0, c'est 0, donc ça me donne pi. Donc cette quantité est égale à pi, donc finalement, l'intégrale qu'on veut calculer est égale à moins 2pi. Le troisième lot de primitives à calculer où on peut utiliser une intégration par partie, c'est l'intégrale de exponentielle alpha x cosinus bêta x dx et l'intégrale de exponentielle alpha x sinus bêta x dx. Ici, on fait deux intégrations par partie et le choix de g doit être le même dans les deux intégrations par partie. C'est-à-dire qu'on a le choix de choisir g égale cosinus ou l'exponentielle. Mais il faudrait avoir pour la deuxième intégration par partie, il faut utiliser le même choix. Soit, par exemple, on peut toujours prendre g de x égale l'exponentielle. Soit à calculer l'intégrale de cosinus 2x exponentielle 3x dx. Donc, on va prendre f' de x égale cosinus 2x et g de x égale exponentielle 3x. De là, f de x, c'est 1 demi sinus 2x et g' de x, c'est 3 exponentielle 3x. Donc, grand I, ça va être égal à f fois g. Donc, 1 demi sinus 2x exponentielle 3x moins l'intégrale de f g'. Donc, moins 3 demi l'intégrale de sinus 2x exponentielle 3x. Alors, comme je vous l'ai dit, on fait deux intégrations par partie avec le même choix. C'est-à-dire, même pour cette intégrale, on va considérer g de x égale exponentielle 3x. Et donc, f', ça serait sinus 2x. Et f, ça serait moins 1 demi cosinus 2x. Et donc, cette intégrale, donc c'est moins 1 demi cosinus 2x, f fois g, d'accord, exponentielle 3x, et le plus 3 demi, l'intégrale de cosinus 2x exponentielle 3x dx. Alors ici, on arrive à grand I, c'est 1 demi sinus 2x exponentielle 3x, plus 3 quarts cosinus 2x exponentielle 3x, et moins 9 quarts fois grand I. Donc, ce terme-là, on le met de ce côté-là, et puis, donc, ça serait 1 plus 9 quarts qui est 13 quarts, et on multiplie par 4 sur 13 pour avoir I. En multipliant ici par 4 sur 13, ben, ça serait 2 sur 13 sinus 2x exponentielle 3x plus 3 sur 13 cosinus 2x exponentielle 3x plus constante. Donc, on écrit plus constante parce qu'ici, on a une intégrale indéfinie. Le dernier lot de fonctions où on utilise une intégration par partie,
c'est les fonctions in de x égale l'intégrale de dx sur 1 plus x carré à la puissance n. Alors, ces fonctions vont être utilisées, vous allez le voir, lorsqu'on va calculer les primitives de fractions rationnelles. Alors ici, on considère f' égale à 1, donc f de x égale x, et on considère la fonction g, c'est 1 sur 1 plus x carré à la puissance n. Donc la dérivée, c'est moins 2nx sur 1 plus x carré à la puissance n plus 1. Alors si on écrit in de x, donc c'est f fois g, c'est x sur 1 plus x carré à la puissance n, plus, parce qu'on a moins l'intégrale de f g', donc ici on a moins 2n, donc ça serait plus 2n ici. L'intégrale, donc x fois x, ça donnera x carré sur 1 plus x carré à la puissance n plus 1 dx. Alors ici, il y a, pour se ramener justement à in de x à in plus 1 de x, on va écrire ici plus 1 moins 1. Alors lorsqu'on écrit plus 1, donc en simplifiant par x carré plus 1, là on aura in de x, donc 2n fois in de x, et puis moins le terme qu'il y a là, ça nous donnera in plus 1 de x. Donc de là, on peut en déduire une relation entre in et in plus 1. Donc 2n in plus 1 de x est égal à x sur 1 plus x carré à la puissance n, plus 2n moins 1, parce que le in, on va le mettre de ce côté-là, 2n moins 1, in de x. Donc là, ce qu'il faut bien se rappeler, c'est lorsqu'on fait une intégration par partie de cette manière-là, on arrive sur in, on arrive à une relation entre in et in de x. Alors, la prochaine séance, on va voir le quatrième point qui est le changement de variable et on va commencer le cinquième point qui est la décomposition, qui est le calcul de primitives de fractions rationnelles en commençant d'abord par la décomposition en éléments simples.